Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale, 3,2% cette année contre 3,4% prévu. Christine Lagarde demande aux pays qui peuvent se le permettre de faire de la relance. Des aléas nouveaux font peser de fortes incertitudes sur l'économie mondiale. Alors quels sont les risques d'une nouvelle crise? On en parle avec Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, co-auteur avec Marie-Paul Virard de la folie des banques centrales chez Fayard. Bonjour Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous dénoncez l'imprudence des banques centrales et de leur politique ultra accommodante dans votre livre. Et vous avez dit d'ailleurs que la prochaine crise serait violente. Elle pourrait être plus violente que celle de 2008. Oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'une crise financière? Il faut revenir à des choses très simples. Une crise financière, c'est un moment où les détenteurs d'actifs, alors ça peut être des actions, de l'immobilier, des obligations, ont peur et vendent brutalement tous ces actifs pour se réfugier dans des placements sans risque. Et ceci s'est produit à la fin des années 1990 avec les actions. Rappelez-vous de la crise des actions d'Internet. Ça s'est produit... La bulle Internet à l'époque. La bulle Internet qui explose, parce que tout le monde se dit tout d'un coup, oh, c'est trop cher, je vends. 2007-2008, la crise de Lehman, mais c'est une crise de l'immobilier au départ aux États-Unis. Les prix de l'immobilier s'effondrent. Donc après, en chaîne, on a une crise de tous les actifs liés à l'immobilier des banques. Et à chaque fois, il faut se demander, dans le futur, qu'est-ce qui peut être similaire? Il pourrait y avoir une bulle liée, par exemple, à la technologie, voilà. Parce que Google, aujourd'hui, est la première capitalisation boursière mondiale. Est-ce que c'est surévalué? Oui, la question, c'est on a créé encore beaucoup plus de liquidités qu'en 2000 ou en 2008. Et donc, il y a encore plus de liquidités qui a été investies dans des actifs. Et donc, il y a encore plus de bulles qu'en 2008. Alors, c'est une bulle qui est un peu diverse. On a une très grande bulle obligataire. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Rappelez-vous que les obligations allemandes... Donc les obligations sont les titres d'emprunt des États, par exemple. Donc les États ou les entreprises qui émettent sur les marchés financiers des obligations. Et ces obligations valent extraordinairement cher. C'est dire la même chose que de dire que leurs taux d'intérêt sont extrêmement bas. Parce qu'elles sont la sécurité aujourd'hui. Oui, mais en réalité, non. C'est-à-dire que quand vous achetez une obligation de l'État allemand ou de l'État américain, vous croyez que vous achetez un actif très sûr. Il est très sûr au sens où l'émetteur de cet actif ne fera pas faillite. L'État allemand remboursera les détenteurs d'obligations qu'il a émises. Mais le prix de cet actif peut s'effondrer. Si les taux d'intérêt remontent en Allemagne, les obligations vaudront beaucoup moins cher. Et puis, on a une bulle sans doute sur une partie de la technologie aux États-Unis. On a une bulle sans doute sur... Donc les GAFA, les fameux GAFA... Alors, pas forcément tous, plutôt des petites boîtes, des startups qui sont survalorisées. La société d'Elon Musk, par exemple, serait survalorisée? Je ne sais pas exactement, mais on voit d'ailleurs le début d'un mouvement de défaut ou de grandes difficultés pour un certain nombre de startups aux États-Unis. Et puis, probablement l'immobilier au Royaume-Uni, qui est aussi trop cher. Mais c'est mécanique, si vous voulez. Si vous amenez de la liquidité, les individus vont investir cette liquidité. Ils reçoivent de la monnaie que leur donne la Banque centrale. Et cette monnaie, ils vont la réinvestir. Et comme il y a énormément de monnaie créée par la Banque centrale, ces réinvestissements font monter exagérément les prix de plusieurs actifs. Donc la faute, bien sûr, incombe aux banques centrales. Alors, ce que vous dites dans votre livre. Alors d'abord, la plus grosse bulle, on l'a dit, c'est la bulle obligataire. Donc aujourd'hui, le problème majeur, c'est que les taux d'intérêt sont anormalement bas, et peut-être on aura le temps tout à l'heure d'en dire un mot. Et pourquoi est-ce qu'on peut critiquer les banques centrales? À nouveau, il faut vraiment faire très attention aux périodes. Quand il y a une grande crise bancaire en 2009, que les banques centrales financent directement les banques, c'est parfaitement légitime. Elles ont coopéré à l'époque en plus. Oui, et c'était très bien. Enfin, je veux dire, si les banques centrales n'avaient pas créé de la monnaie, mais cette monnaie, c'était des prêts aux banques. Elles ont évité 29. Elles ont évité une crise bancaire majeure généralisée. Quand en 2011, il y a une grande crise des pays périphériques de la zone euro, le Portugal, l'Espagne ne peuvent plus se financer. Crise de la zone euro. Voilà, la Banque centrale prête directement aux États. Et ça, c'est parfaitement légitime. C'était Super Mario à l'époque. Voilà. Mario Draghi avait sauvé l'euro. Mais là, il n'y a pas de problème. La création monétaire servait à un moment où un certain nombre d'agents économiques, donc d'abord les banques, puis certains États, ne pouvaient plus se financer normalement. Et donc la Banque centrale se substitue aux marchés financiers qui ont disparu. Ça, c'est parfaitement légitime. Aujourd'hui, 2015, ça va trop loin. 2015-2016. Qui ne peut pas se financer normalement? Alors la Grèce, qui est un cas très marginal, mais qui aujourd'hui a un problème de financement? Pas les entreprises européennes. Les enquêtes même de la Banque centrale européenne nous disent que les entreprises européennes se financent parfaitement normalement auprès de leurs banques sur les marchés. Mais elles n'investissent pas.
elle recommence à investir. Si vous regardez l'investissement des entreprises dans la zone euro, récent, il a augmenté de 5% en un an, ce qui est quand même pas énorme, mais qui est pas si mal. Et elles n'investissent pas pour d'autres raisons. C'est qu'il y a des incertitudes sur la croissance mondiale. Elles ont plein de profits, donc elles n'ont pas tellement besoin de s'endetter. Les États se financent normalement. Aujourd'hui, on ne voit pas d'État à part quelques pays émergents. Donc le problème aujourd'hui, c'est que la Banque centrale européenne, mais la Banque du Japon, mais d'autres banques centrales, continuent à injecter des montagnes de monnaie dans l'économie. Alors qu'elle devrait arrêter. Alors qu'elle devrait arrêter, parce que ça ne sert plus à rien. Et ça crée simplement des bulles. Ça n'a plus d'autre effet que de créer des bulles. Alors pourquoi est-ce si difficile de dire stop ? Parce qu'on sent que c'est difficile. Même Janet Yellen, aujourd'hui, la présidente de la Fed, hésite. Alors la situation américaine, elle est moins grave que la situation européenne, parce que les taux d'intérêt aux États-Unis... Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter ? C'est difficile parce que, une fois que vous avez habitué tout le monde à des taux d'intérêt très bas, c'est un très grand choc de sortir. Vous avez des gens qui se sont endettés à des taux d'intérêt très bas. Alors bien sûr, si vous êtes un Français qui s'est endetté pour acheter une maison à moins de 2%, le taux d'intérêt, c'est le vôtre jusqu'à la fin des temps. Si vous êtes espagnol, ce sont des taux d'intérêt variables. Donc ils vont être révisés. Si les taux d'intérêt remontent, vous allez payer beaucoup plus. Donc augmenter les taux, ça pourrait générer une autre crise. Ça pourrait, d'abord, ça sera un grand problème pour les emprunteurs. On s'apercevra tout d'un coup que les dettes publiques sont beaucoup trop élevées, que les États ne peuvent pas rembourser ou servir leurs dettes publiques. Ça ne se voit pas du tout aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et puis il y a tous ceux qui ont acheté des obligations dont on parle à l'instant. Quand vous avez acheté une obligation de l'État allemand pratiquement à 0%, si tout d'un coup les taux remontent à 2, vous allez faire une perte énorme sur vos vieilles obligations. Elles seront beaucoup moins chères puisqu'elles rapporteront plus rien. Mais du coup, que faire ? Il faudrait pour les banques centrales, ça devient un problème. Non, mais parce qu'elles continuent à être accommodantes. Oui. Vous dites il y a un grand risque. Et puis, augmenter les taux d'intérêt, il y aura aussi un risque. Le problème, c'est qu'il aurait... Oui, c'est très compliqué, parce qu'il aurait fallu que les banques centrales soient raisonnables. Qu'aux États-Unis, en 2012... Mais on ne peut pas refaire le passé, malheureusement. Non, voilà, mais c'est ça la grande difficulté. Mais ils n'ont pas été raisonnables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris les opportunités qu'ils avaient pour sortir de cette politique, pour sortir. Ceci se produisait en 2012-2013 aux États-Unis. On aurait dû commencer à remonter les taux d'intérêt. Aujourd'hui, Janet Yellen, elle a hérité de taux à 0,25, alors que ça faisait 6 ans que les États-Unis étaient en croissance, qu'on était au plein emploi. Donc, va-t-elle les remonter ? Elle va les remonter doucement, parce qu'elle ne peut pas faire vite. L'échéance. Elle va les remonter, parce qu'il faut qu'elle les remonte, sinon elle ne pourra jamais plus les baisser. C'est un argument stupide, mais qui est vrai. Et dans la zone euro, pourquoi continuer à en faire toujours plus ? Mario Draghi, encore aujourd'hui, nous avons plein d'autres moyens. La monnaie hélicoptère aujourd'hui. Voilà, on va hélicoptère monnaie. Oui, mais ça, c'est un argument qui n'a pas de sens. Mais pourquoi continuer à en faire plus ? À tout va, oui, mais pourquoi continuer à en faire plus alors que l'économie de la zone euro repart, que personne n'a besoin de problèmes de financement et qu'on a déjà trop de liquidités en circulation. Et donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est pas que les banques centrales aient fait cette politique il y a quelques années quand on avait un vrai problème de crise financière. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'elles n'en sortent pas. Et moins elles en sortent rapidement, plus ça devient compliqué d'en sortir dans le futur. Et vous dites, Patrick Artus, que la zone euro va mieux, l'Europe va mieux. Oui, la zone euro va mieux. Vous êtes moins pessimiste que le FMI. Le FMI, à mon avis, comme d'habitude, c'est très compliqué dans les organisations internationales, sort des prévisions qui, en réalité, datent de quelques mois. Aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est en train de réaccélérer et pas de ralentir. En Chine, c'est très clair. C'est dû à des programmes de relance. Vous n'avez pas peur d'un ralentissement brutal de la Chine, un atterrissage brutal? Non, d'abord, en Chine, vous pouvez partir d'un principe de base, c'est comme c'est inacceptable pour Xi Jinping, ça ne se produira pas. Et la Chine a les moyens... Vous êtes très sûr de ces dirigeants? Oui, non, ils ne veulent pas du ralentissement. Et donc, ils ont pris Alors, c'est des méthodes que vous pouvez critiquer, qui sont sans doute pas tenables dans le très long terme, mais ils ont une capacité énorme à faire des déficits publics. Ils ont des banques publiques qui font du crédit, parce qu'on demande de faire du crédit. Ils ont des besoins... La prochaine crise ne viendra pas de la Chine, si on vous entend. Non, mais pas tout de suite. À nouveau, en Chine comme ailleurs, on repousse les échéances à plus tard. Quand vous faites des déficits publics et que vous faites du crédit pour tenir l'économie, ça marche. La Chine est en train de se redresser, son économie s'améliore. Ça risque de craquer. Oui, mais fortement. le problème de la Chine, c'est pas un problème financier, c'est un problème de son économie. Son économie doit monter en gamme, mais ils peuvent tenir beaucoup d'années avec ces politiques de relance. Les États-Unis, rappelez-vous que c'est un pays pétrolier, donc comme le prix du pétrole remonte, les États-Unis vont mieux. Et il y a quand même quelques signes encourageants dans la zone euro sur l'investissement, sur la profitabilité et les résultats des entreprises, sur l'emploi, en Espagne, même en Italie maintenant. Ça repart. Ça repart un peu partout. Donc, les risques géopolitiques, il nous reste une minute, Patrick Artus. Le FMI en parle beaucoup, de nombreux économistes en parlent. Le Grexit, maintenant le Brexit. Est-ce que le Brexit pourrait provoquer une crise européenne importante? Ça provoquerait d'abord une crise du Royaume-Uni, parce que, alors bien sûr, les marchés financiers auraient une réaction négative globale. On parle d'une perte de 5 points de PIB.
Oui, du Royaume-Uni. la London C'est School énorme. Economics fait plusieurs scénarios qui vont entre 3 et 9 points de perte de PIB, de niveau de PIB sur beaucoup d'années. Mais voyez, le Royaume-Uni, c'est une stratégie absolument ridicule, parce que d'abord, le Royaume-Uni a besoin d'une monnaie forte. Ils importent l'essentiel des biens, ils exportent des services compliqués. Donc plus la livre sterling est forte, plus ils payent à des prix bas ce qu'ils importent. Et deuxièmement, le Royaume-Uni doit être intégré à l'Europe. Aujourd'hui, le commerce mondial recule. Ce qui croît, c'est les commerces régionaux. On échange beaucoup moins entre les continents. Donc la bonne piste stratégique, c'est de s'intégrer dans une unité Donc il régionale. aurait beaucoup à perdre et le reste de la zone euro. Il y aurait une réaction, reste il y aurait de une réaction négative des marchés financiers, épidermique à court terme, mais profondément et fondamentalement, le reste de la zone euro est peu touché. C'est surtout quelque chose qui est extrêmement mauvais pour le Royaume-Uni lui-même. Évidemment, dans les premières semaines, les marchés financiers européens seraient très affectés, mais après, les gens réfléchiraient et diraient « Ah oui, mais il y a toutes sortes d'activités qui vont se relocaliser en Europe. » Et donc, les marchés iraient mal, puis reviendraient, mais pas les marchés anglais. La situation britannique serait absolument désastreuse. Ça ne se transformerait pas en crise mondiale. Non, absolument pas. Brexit arrivait. Merci Patrick Artus d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.